Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une arme littéraire redoutable, bien plus tranchante qu'une épée, qui a fait trembler les puissants pendant des siècles, la satire. Et la question qu'on va se poser ensemble, c'est celle-ci. Comment les écrivains ont-ils utilisé l'art du langage pour critiquer le pouvoir, parfois même au risque de leur propre vie? C'est ce qu'on va analyser. On commence fort, avec cette citation de Joachim du Bellay, « Ces vieux singes de cour ». Vous entendez la violence de l'image? La métaphore animale, elle est là, directe, percutante. Et elle nous plonge tout de suite au cœur de notre sujet, le courtisan, cette figure centrale des jeux de pouvoir qui va devenir la cible préférée des auteurs satiriques. Voilà, on est en plein dans le problème. Imaginez un monde, la cour du roi, où pour survivre, il faut plaire, il faut flatter. Comment un écrivain peut-il dire la vérité dans ce contexte sans tout perdre? Eh bien, la satire, ça va être la réponse. Une réponse littéraire à la fois hyper ingénieuse et très dangereuse. Allez, première partie. Pour bien comprendre comment la satire fonctionne, il faut d'abord regarder ce qu'elle attaque. Il faut qu'on comprenne bien sa cible, la cour du roi. Et il faut voir la cour comme un immense théâtre, une scène où tout n'est que performance, apparence et bien sûr hypocrisie. Alors ça, c'est génial. C'est tiré d'un poème de Du Bellay et c'est un peu comme le guide du parfait petit courtisan. Ce qui est fascinant, c'est que la compétence principale, ce n'est ni l'intelligence, ni le courage. Non, c'est l'art de copier, de se soumettre. C'est une perte totale de soi-même, un vrai théâtre de l'absurde que les satiristes vont adorer dénoncer. Donc ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est qu'à la cour, être soi-même, être authentique, c'est un danger de mort. L'art de cacher ce qu'on pense, c'est une question de survie. L'identité réelle, elle doit être cachée derrière un masque. Et le courtisan, eh bien, il devient une sorte de coquille vide que la satire va se faire un plaisir de briser. Bon, maintenant qu'on a vu la cible, passons à l'arme. Comment on combat ce monde de masques? Avec une arme forgée dans les mots, une arme qui mord, qui déchire les apparences. Et cette arme, c'est la satire. C'est important de bien poser les choses. La satire, ce n'est pas juste une moquerie, une blague gratuite. Non, c'est une vraie stratégie d'argumentation. Ça utilise le rire, l'ironie, le ridicule comme un scalpel pour aller disséquer les défauts de la société et du pouvoir. Le but, c'est de révéler une vérité que tout le monde essaie de cacher. Du Bellay nous montre bien qu'en fait, le poète, il a un choix fondamental à faire. C'est presque un dilemme moral. D'un côté, la louange, on écrit pour plaire au pouvoir, pour obtenir des avantages. De l'autre, la satire. On prend le risque de déplaire, voire pire, pour servir la vérité. C'est une opposition qu'on va retrouver tout le temps en littérature. Alors, comment on fait pour critiquer quand on risque sa tête? Eh bien, il y a une technique super efficace, une ruse. Utiliser la fable et le monde animal pour parler de manière déguisée de la cour des hommes. Ça ne date pas d'hier, cette astuce. Déjà au Moyen-Âge, l'histoire d'animaux devient un outil politique. À travers Renard le Goupil, le poète Rudebeuf ne fait pas que raconter les aventures d'un animal malin. Non, il vise indirectement les conseillers qui manipulent le roi et qui corrompent le pouvoir. C'est très habile. Écoutez bien ça, c'est fascinant. Vous reconnaissez? C'est une parodie d'une formule religieuse. C'est hyper fort. Il prend une formule sacrée et il la détourne pour dire que le conseiller corrompu est une sorte de force immortelle, presque divine. En gros, Rudebeuf nous dit que le mal est une constante du pouvoir et que le vrai roi, c'est celui qui tire les ficelles dans l'ombre. Et alors là, on arrive à un maître du genre, La Fontaine. Sa fable, La cour du lion, c'est une véritable masterclass sur les codes de la cour. Regardez, être trop sincère, comme l'ours, c'est la mort. Être trop flatteur, comme le singe, c'est la mort aussi. La morale est brutale, seule la ruse, l'art de ne jamais rien dire de clair, comme le renard, permet de survivre dans cet univers impitoyable. Mais la satire, ça ne s'arrête pas là. Ça ne critique pas que le système. Non, ça devient personnel. Ça s'attaque directement aux gens en utilisant l'art du portrait et de la caricature pour les déformer, les dégrader. Et pour ça, il y a une technique redoutable, un mot-clé à retenir, l'animalisation. C'est très simple. En réduisant un homme à un animal, l'auteur le prive de ce qui fait son humanité, sa raison, sa dignité. Il ne lui reste que ses instincts les plus bas, la gourmandise, la bêtise, l'agressivité. C'est une forme de déshumanisation par les mots. Là, l'image est super crue, on est d'accord? Remarquez comme Eustache Deschamps, dès le XIVe siècle, utilise des détails physiques dégoûtants. Ses lèvres, son groin, le mot est lâché. Le manque de manière, ce n'est plus juste un défaut, c'est le signe d'une nature de bête. Le vernis de la civilisation craque et on voit le porc en dessous. Et hop, on fait un bond de 3 siècles, et qu'est-ce qu'on retrouve? Exactement la même idée chez La Bruyère. Son personnage, Guignaton, il ne mange pas à table, non, il est à son râtelier. C'est un mot réservé aux animaux.
Cette continuité, ça montre bien que la critique est tenace. L'homme de cour, obsédé par ses appétits, est dépeint comme un être non civilisé. Et là, attention, on monte encore d'un cran. Dans le contexte terrible des guerres de religion, Agrippa d'Aubigné va utiliser la satire pour dénoncer la manipulation du langage. Quand le pouvoir appelle un massacre la justice, la satire devient une arme de résistance contre la propagande qui veut justifier l'horreur. Alors on pourrait se dire, c'est juste méchant tout ça. Mais en fait non, les auteurs satiriques se défendent en disant que leur but est moral. Il y a une formule latine pour ça, castigat rideando mores, ce qui veut dire « elle corrige les mœurs par le rire ». L'idée c'est de faire rire pour faire réfléchir et peut-être pour rendre les gens meilleurs. Regardez cette frise. C'est fou de voir à quel point la satire traverse toute l'histoire de la littérature. Elle change de forme, bien sûr. C'est une leçon de morale chez les Romains, ça devient une critique politique au Moyen-Âge, et puis une arme de combat pour les philosophes des Lumières. C'est une tradition qui ne s'est jamais arrêtée, un vrai contre-pouvoir littéraire. Et on en revient à notre point de départ, à Du Bellay, et à cette image si puissante du masque. La mission de l'écrivain satirique, finalement, c'est exactement ça, arracher les masques du pouvoir pour montrer la vérité qui se cache derrière. Une vérité qui est souvent bien moins glorieuse, et parfois même cruelle. Alors, pour conclure, on pourrait se demander, tout ça, est-ce que ça nous parle encore aujourd'hui? Après tout, les cours royales, c'est fini. Mais le théâtre du pouvoir, lui, il est toujours là. Et la réponse est oui, bien sûr, c'est ça le point clé à comprendre. Les costumes ont changé, c'est sûr, mais que ce soit en politique, dans une entreprise ou même sur les réseaux sociaux, la dynamique est la même. Le pouvoir, pour être accepté, a toujours besoin de se mettre en scène, de jouer un rôle. Bon, si on devait résumer tout ça en 4 points, 4 idées à garder en tête, ce serait ça. Premièrement, le pouvoir est une performance. Deuxièmement, la flatterie, c'est sa monnaie d'échange. Troisièmement, la sincérité dans ce jeu, c'est dangereux. Et quatrièmement, la satire, c'est l'arme littéraire parfaite pour arracher les masques. Allez, je termine avec une question, pour faire réfléchir. Regardons le monde qui nous entoure, la politique, les médias, les réseaux sociaux. Où se cachent les courtisans d'aujourd'hui? Les vieux singes de cour ont peut-être juste changé de costume, et ça prouve bien que la satire a encore de très beaux jours devant elle. Merci de votre attention.